Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce webinaire sur le débriefing du CES. C'est un webinaire qui est maintenant usuel et habituel pour nous. Chaque année, on fait un webinaire autour du CES, qui est le plus grand salon tech mondial qui se passe à Las Vegas. Je suis Nothing Doug, je suis directeur de l'innovation et des nouvelles technologies au sein du cabinet de conseil MC2I, cabinet de transformation numérique MC2I. Ce soir, j'ai l'immense honneur d'être accompagné de chroniqueurs pour vous faire ce débriefing de ce CES 2022 qui est assez particulier cette année. Ce soir, on va passer 1 heure ensemble environ. Je vous propose en matière de programme de commencer peut-être par une introduction et de vous expliquer tout simplement ce qu'est le CES, le salon du CES, de peut-être aussi commenter un peu cette actualité un peu particulière du CES 2022. Ensuite, on rentrera dans un certain nombre de secteurs d'activité, le secteur de la santé, le secteur des médias, de l'audiovisuel, du retail, de la mobilité, également, on étudiera l'impact des technologies sur les ressources humaines et notamment sur le télétravail, hein, pandémie et confinement oblige. Et puis, on fera de manière incontournable un point sur la French Tech en 2021, car ça a été une actualité très chargée pour la French Tech. Tout ça avec un certain nombre, avec une équipe de chroniqueurs de choc pour vous faire un débrief des grandes pépites que nous avons pu repérer lors de ce salon. Nous avons participé au salon de manière à distance hein, cette année puisque c'était une édition hybride. Je vais tout de suite, mesdames et messieurs, aller sur l'introduction pour expliquer, peut-être rappeler pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de suivre l'actualité tech ces derniers moments, de savoir expliquer tout simplement ce qu'est le CES. Le CES, c'est un salon mythique pour celles et ceux qui suivent la technologie. C'est un salon qui existe depuis 1967. Hein, c'est le plus grand salon mondial dédié à l'innovation. C'est un salon qui est assez ancien, hein, puisqu'il existe maintenant depuis une quarantaine d'années. Il est basé à Las Vegas. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le salon de l'innovation de Las Vegas. C'est un salon qui est édité et organisé par la CTA, la Consumer Technology Association, qui est une entreprise américaine et qui fait ça depuis très longtemps. C'est un salon qui a été créé dans les années 67, notamment pour mettre en avant plutôt le matériel technologique, donc c'était beaucoup dédié en fait au monde de l'électronique, notamment le matériel en fait télé surtout. Hein, c'était à l'époque en fait dédié beaucoup à la télé. D'ailleurs, la localisation de Las Vegas n'est pas un hasard, puisque si vous prenez une carte des États-Unis, vous avez Las Vegas qui se situe pas très loin de Hollywood, de Los Angeles, et pas très loin non plus de la Silicon Valley. Et c'est pour ça que c'est un endroit assez stratégique, un peu à la frontière entre le monde de la télé, qui est un secteur très important pour le CES, et le monde bien sûr de la tech, pas loin de la Silicon Valley. Alors quand je dis pas loin, c'est toute proportion gardée, c'est au regard évidemment des proportions des États-Unis. Le CES, concrètement, c'est un salon. Et donc, qui dit salon dit superficie. C'est un des plus grands salons au monde, on va dire tout domaine confondu d'un point de vue de la superficie, puisque le CES s'étale en fait sur quasiment 270 000 mètres carrés. Pour des éléments de comparaison, sachez que par exemple le parc des expositions de Versailles, qui est déjà très grand, les 7 halls du parc des expositions fait à peu près 210 mètres carrés, donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus grand. Une particularité pour celles et ceux qui ont la chance d'aller au CS, et vous savez ce que je vais dire, c'est que c'est un salon qui est réparti sur une grande partie de la ville Las Vegas. C'est un salon qui se passe dans des convention centers, donc assez proche des halls du parc des expositions par exemple, mais également dans des hôtels. C'est ça la particularité visuelle de ce salon. Il se passe notamment à l'hôtel pardon, le Venetian, qui est un grand hôtel très connu et très beau d'ailleurs. Et donc, vous avez des stands qui sont à la fois dans les chambres d'hôtel, dans les suites, mais également dans le hall du Venetian, plus traditionnel dans les convention centers, donc dans les grands hangars, mais également dans les espaces de convention des hôtels, des très belles salles, quasiment des salles de cinéma. Et donc, voilà, c'est ça qui fait aussi le charme du CES, c'est que c'est réparti dans différents endroits. C'est rangé par thématique. Ça se passe sur alors 4 à 5 jours. Il se trouve que la particularité pour cette édition 2022, c'est que ça s'est passé sur 4 jours et non pas 5 jours, mais on va y revenir tout de suite après.
Et puis clairement, quand vous allez au CES, il faut s'y préparer, hein, il faut s'y préparer. Il y a énormément d'exposants, c'est traditionnellement très grand et donc c'est localisé par thème. Et donc il faut préparer sa visite, sinon vous avez vite fait de vous y perdre. Le CES, c'est un salon américain. C'est majoritairement des Américains qui viennent, à peu près 60% d'exposants et de visiteurs américains, mais c'est aussi un salon international avec beaucoup de délégations qui viennent au CES pour exposer. Donc ça se fait par pays généralement. Et d'ailleurs, généralement, les stands pour les startups, par exemple, sont rangés par pays. Beaucoup de nationalités, c'est vraiment très, très large, avec une délégation française, comme vous allez voir, qui est assez présente, des délégations asiatiques assez présentes également. Le CES est également très connu pour ses keynotes, ces fameuses conférences généralement d'introduction et de lancement du CES, des keynotes qui sont sur un format d'à peu près 1 heure 10, généralement très bien fait, très bien organisé, avec un visuel très beau, énormément d'effets waouh, un peu à l'américaine, quelque part, très connu. Alors, il y en a 4 ou 5 généralement par année, hein, des keynotes, et c'est assez cher tout de même pour avoir une place pour faire ces keynotes. Donc voilà, c'est des conférences assez prestigieuses et les plus qualitatives. Voilà, l'année dernière, alors pardon, il y a 2 ans, moi il y a 2 ans, j'avais la chance de pouvoir aller au CES en 2020, juste avant la pandémie. L'année dernière, le CES était purement à distance, en visio, et cette année, c'était un format hybride. Il y a 2 ans, les keynotes étaient par exemple organisées par Sony, LG, donc les marques plutôt de télé, Samsung, également Verizon qui est l'équivalent Orange des États-Unis, Mercedes. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt ce type de sociétés qui généralement font l'ouverture du CES. C'est assez peu finalement les grandes entreprises du numérique comme les GAFAM, Microsoft, Facebook, Apple, etc. Généralement ne sont pas présentes dans les keynotes parce qu'elles ont tout simplement leur propre événement. Facebook a son événement Facebook Connect, Google a son événement Google I/O, etc., etc. Donc généralement, le CES est plutôt réservé pour des marques plutôt d'électronique. Cette édition 2022 est très particulière. Très particulière. Déjà, sachez que nous, on a beaucoup organisé ça pour suivre cet événement et ça a été très difficile pour nous de suivre cet événement et de le préparer parce que tout simplement, ça a été pas très bien organisé par la CTA, l'organisme qui organise le CES, parce que format, évidemment, crise sanitaire oblige et puis on va dire contexte mouvant, ça a été difficile pour eux. Ils ont dû faire face à un certain nombre d'annulations. Beaucoup de géants de la tech ont annulé leur présence. Facebook, par exemple, a annulé sa présence, Google, Microsoft, Nvidia, également des entreprises françaises comme La Poste qui devait être présent au CES pour marquer un peu son empreinte technologique, a dû annuler. Voilà, beaucoup de sociétés ont annulé, évidemment, pour des raisons de crise sanitaire. Au plus fort du CES, juste enfin, une semaine avant le CES, les États-Unis connaissaient quasiment 300 000 cas positifs par jour. Et donc, forcément, dans ce contexte-là, les sociétés, notamment américaines, ne voulaient pas prendre le risque d'envoyer des délégations au CES. Beaucoup d'annulations et donc aussi beaucoup de réorganisation des plannings de conférences, puisque quand les grandes entreprises vont au CES, elles y vont aussi pour faire des conférences. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans les conférences, ce qui a beaucoup changé les plannings de conférences et ce qui, pour nous, on a dû du coup changer pas mal notre planning de préparation du CES. Bon, pour autant, il y avait quand même pas mal de monde qui était présent, pas mal de startups tout du moins. Un format hybride, alors je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que on avait pu aller au CES physiquement cette année, à la différence de l'année dernière. Format hybride, ça veut dire aussi une présence digitale, mais soyons très clairs, en tout cas, c'est ce que moi j'en pense à titre personnel, ce n'est pas un format hybride très réussi. Il y a d'autres salons qui ont eu un format hybride avec une expérience nettement meilleure. Par exemple, Vivatech était aussi un salon cette année en 2021 hybride, clairement d'un point de vue qualitatif nettement meilleur. Là, on avait effectivement des retransmissions, mais clairement, c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce type de salon qui se veut être un salon technologique. Les technologies déployées pour qu'on ait une expérience à distance étaient somme toute assez mauvaises. Pour autant, le salon a été maintenu. Alors, il y a eu une petite crainte 2 semaines avant le démarrage du salon de savoir si ça allait se maintenir ou est-ce que est-ce que ça n'allait pas être purement et simplement annulé. La CTA a maintenu le salon, mais, et c'est la première fois que ça arrive, ils ont amputé d'un jour le salon. Au lieu de durer 5 jours, ça a duré 4 jours.
Bilan mitigé, du coup, je disais, au moins sur un indicateur clé, qui est quand même un indicateur très important pour ce type de salon, c'est la participation. Euh, la participation a connu moins 75%, tout simplement par rapport à 2020, qui est voilà l'année, la dernière année vraiment, vraiment, on va dire, full présentiel. Il y avait à peu près 180 000 participants il y a maintenant 2 ans. Cette année, il y avait à peine 45 000 visiteurs, ça fait à peu près 25%, vous voyez, on va dire, de la participation de 2020, sachant que la participation en 2020 était déjà en baisse par rapport à 2019, qui était déjà en baisse par rapport à 2018. Donc il y a on observe déjà un déclin du nombre de visiteurs au CES, et puis là, clairement, la crise a précipité cette baisse. Alors, euh, je vais vous montrer par exemple pour essayer de visuellement comprendre ce que c'est que le CES avec cette foule qui participe au CES. Hein. C'est un salon qui est très dense, hein, il y a beaucoup de monde, même si Las Vegas est très grand, et bien ça fait quand même beaucoup de monde. Vous voyez là sur cette vidéo la différence entre l'édition 2022 et l'édition 2020. D'un côté, vous avez une foule, on va dire énormément de monde, et puis c'est ça qui fait aussi on va dire la particularité de ce salon. Et puis de l'autre côté, bah, vous avez quasiment des halls et des allées totalement vides. Alors voilà, on n'y est évidemment pas allé à MC2I, mais en voyant ces images, on voit très bien que ça enlève quand même une grosse partie du charme. Alors, bilan mitigé, bien sûr, sur la partie indicateur. Sur la partie exposant, j'ai envie de dire, bon, la casse est plutôt limitée parce qu'il y avait finalement plus d'exposants que l'année dernière en format full digital. Il y avait quand même des délégations qui se sont déplacées. Autant il y a eu des annulations de grandes sociétés, autant les startups, notamment, ont plutôt maintenu leur présence quand elles pouvaient, quand elles avaient la possibilité d'y participer. Et c'est notamment vrai pour la délégation française, et on y reviendra tout à l'heure. Effectivement, bilan mitigé, comme je le disais, parce que un contenu fourni en mode distanciel qui manquait quand même un petit peu de technicité, manquait aussi un petit peu de contenu parce qu'il y a eu beaucoup de conférences qu'on attendait, hein, avec un contenu dont le titre était très prometteur qui ont été annulés. Donc clairement, le contenu s'est appauvri. Salon présentiel peu concluant parce que forcément ce type de salon, quand vous avez des exposants, il faut aussi qu'il y ait du monde, parce que le monde attire aussi les journalistes, et les journalistes permettent de faire des belles images et du buzz. Ça a été une édition un petit peu fade sur ce niveau-là. Et puis clairement, le point qui n'a pas du tout marché, mais ça c'est difficile à faire, c'est de reproduire ce qu'on aime bien sur ce type de salon, à savoir les rencontres au hasard, la sérendipité, tel qu'on aime bien le dire, c'est-à-dire le fait de déambuler dans les allées, de rencontrer des solutions, des startups, parfois des gadgets, parfois des perles, eh bien, au gré du hasard. Eh bien, ils ont essayé de le reproduire avec un système de networking virtuel via la plateforme digitale. Clairement, ce type de sujet ne marche pas. On ne peut pas remplacer le fait de rencontrer au hasard et le fait de discuter directement avec des exposants. Voilà, ça, ce n'est pas du tout un succès. Pour autant, l'année 2021 a été une année très riche d'un point de vue technologique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées malgré la crise sanitaire, malgré les confinements successifs et la crise économique tout de même. Eh bien, sachez que c'est une année assez importante pour la technologie, et par exemple très importante pour la French Tech. Donc du coup, nous avons du contenu pour ce soir, pas mal de contenu à vous présenter, pas mal de startups, des solutions qu'on est allé chercher avec l'équipe qui a préparé cette édition avec moi. Et du coup, on va parcourir ces différentes trouvailles quelque part, et on va fonctionner secteur par secteur. On va commencer par le secteur de la santé. Forcément, crise sanitaire oblige, ça nécessite qu'on commence par ce secteur-là. C'est un des secteurs qui a été bien mis en avant lors du CES. Évidemment, c'est très conjoncturel. C'est un secteur qui n'était pas très présent jusqu'à présent au CES. Alors, si, il y avait des présences de startups, mais ce n'était pas forcément un secteur très, très mis en avant. La santé et la technologie, ça a toujours eu un petit peu de mal à fusionner. Mais cette année, ça a été vraiment mis en avant. Et d'ailleurs, il y a un signe très marquant, c'est que pour la première fois dans toute l'histoire du CES, une entreprise du domaine de la santé, un laboratoire, a animé une keynote. D'habitude, c'est plutôt des Sony, LG, Samsung, etc. qui animent les keynotes. Cette année, c'est une entreprise de la santé qui s'appelle Abbott, une entreprise américaine, qui a animé une keynote. Euh,
je vais peut-être, on va peut-être vous projeter tout simplement ce qu'est une keynote parce que j'ai fait la promotion de ce qu'était une keynote. Je ne sais pas si en régie, on peut lancer une vidéo de la keynote. Je ne sais pas si Gian. Of health and technology to empower human lives. And they come from all around the world, and they're powered by data, cutting-edge science, technological innovation. But they're rooted in one single concept: human-powered health. Human dignity. It pumps no blood, thinks no thoughts, moves no muscles. It's hard to measure on a graph. Breakthroughs in human dignity rarely make the news. Yet we pursue it relentlessly because it's vital to every human being and profoundly linked to our health. We are all human beings, all of us in this room, all of us watching online. And we all deserve to walk through this life with our heads held high. But illness has the power to disrupt our dignity, to steal from our lives. Retour au webinaire CES animé par MC2I. Voilà, je voulais tout simplement faire un petit extrait de la keynote de la société Abbott, qui est un laboratoire pharmaceutique américain. Alors, une keynote, c'est exactement c'est très stéréotypé, c'est ce que vous avez vu. C'est un CEO charismatique qui a été introduit par le président du CES, qui vient expliquer sa vision de son secteur d'activité, évidemment à base technologique. C'est toujours bien de faire intervenir une star. Là, c'était Laurence Fishburne. Pour expliquer que la société a une très belle vision sur le monde. Alors là, c'est très santé, donc c'est très centré sur la santé, les humains, etc. Voilà, et c'est show à l'américaine, ça dure 1 heure. Évidemment, on a juste pu passer un tout petit extrait, mais après, vous avez la tradition américaine veut que le CEO présente un certain nombre de personnes de son staff qui viennent expliquer. Là, dans ce cas-là, il y aura le staff médical, le staff relations publiques, etc., etc. Voilà, donc c'est très stéréotypé, mais c'est vraiment très bien fait. Moi, j'adore, à titre personnel, les keynotes. Je ne regarde que ça généralement quand je suis les événements du CES. Et là, voilà, c'était très bien fait. Alors, il y avait un petit peu de monde dans la salle, pas énormément, mais ça a été bien retranscrit du coup en digital pour que l'ensemble des personnes puissent suivre. Alors, je vais rester 2 secondes sur la société Abbott parce que lors de la keynote, Abbott a beaucoup mis en avant le concept du patient empowerment, c'est-à-dire le concept de le patient qui s'occupe de sa propre santé. Monitorer sa propre santé, prendre en main sa santé, voilà, c'était quelque chose qui a été beaucoup mis en avant. Alors évidemment, dans un contexte de crise sanitaire, ça marche bien, avec notamment un exemple intéressant que je voudrais vous montrer. Alors, je vais vous lancer la vidéo tout de suite. Je trouve ça magnifique. C'est la société Abbott en partenariat avec les compagnies aériennes et notamment United Airlines. Ils ont tout simplement mis en place un système où quand vous prenez un billet d'avion chez United Airlines, vous pouvez commander un pack d'autotest antigénique. On vous livre ce pack à l'hôtel. Vous faites le test, c'est de l'autotest, avec une démarche à suivre, guidé, avec une vidéo. Vous le faites tranquillement dans votre hôtel. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un centre de test, puisque c'est obligatoire, par exemple, pour revenir aux États-Unis. C'est prévu dans votre parcours, c'est prévu dans le billet d'avion. Vous faites votre test. C'est une technologie qui permet de tester automatiquement, toute une procédure à suivre. Vous montrez ce test à la caméra. Vous avez un QR code qui va authentifier votre test. Ça va authentifier que vous êtes négatif. Et puis, ça va générer un QR code. Et tout simplement, vous n'avez plus qu'à montrer ce QR code quand vous êtes de retour, aux États-Unis. Voilà, moi je trouve ça magnifique parce que, et là, d'un point de vue marketing, c'est magnifique, quoi. C'est quand on parle d'expérience client, ça c'est de la vraie expérience client. Vous pouvez être, les contraintes sanitaires font que quand vous prenez l'avion de retour aux États-Unis, vous devez aller vous tester. Et là, le discours marketing de United Airlines, c'est n'allez pas vous faire tester, nous apportons chez vous les tests et nous nous occupons de tout. Ça, c'est vraiment la définition de ce que moi j'appelle l'expérience client, parce que à une crise, on transforme ça en une opportunité, quoi. Voilà, c'est United Airlines qui fait ça avec du coup Abbott. Voilà, un exemple. Alors, pas d'innovation technologique en particulier, mais plutôt une innovation dans le process, dans la prise en charge du client, etc. Voilà un exemple de ce qui a été mis en avant lors du CES.
Je vais rester sur la société Abbott parce que là, pour le coup, la société Abbott est surtout connue pour les patients qui sont atteints de diabète, hein, puisque cette société-là fabrique un pack pour monitorer avec un patch, monitorer le taux d'insuline pour les personnes qui sont diabétiques. Donc, ils sont assez connus pour ce produit-là. Et là, la société Abbott a mis en avant, ils ont été présentés ça lors de leur keynote, ce même patch, mais cette fois-ci pour monitorer d'autres constantes et notamment appliquées au domaine du sport pour les sportifs pour monitorer le taux d'oxygène dans le sang, la masse, la masse musculaire, pardon, voilà, avec du coup avec un patch. Alors le patch que vous ne verrez pas sur cette publicité parce qu'il est relativement discret, c'est un tout petit patch qui se met sur le biceps et qui permet justement de monitorer un certain nombre de constantes vitales et d'envoyer ça sur une application pour que vous puissiez suivre on va dire l'évolution d'un certain nombre de critères de votre santé. Voilà. Société Abos qui fait ça. Alors on va continuer dans le domaine de la santé avec cette fois-ci une société française qui était présente au CES, qui est généralement systématiquement présente dans des événements, dans des salons technologiques, au CES, Vivatech, etc. C'est WeThings. Alors WeThings qui a été à un moment donné d'ailleurs, qui a été américain, enfin pas américain, pardon, qui a été racheté par Nokia et qui maintenant est redevenue française. WeThings a présenté le nouveau produit qui vont bientôt sortir en 2022, à savoir le Bodyscan, une balance connectée, mais maintenant c'est la base, les balances connectées, mais cette fois-ci c'est une balance connectée qui est capable de scanner un certain nombre d'autres éléments autres que tout simplement le poids ou la masse musculaire. Là, c'est une balance qui possède un ECG, un électrocardiogramme. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres critères qu'on peut mesurer, ça a l'air très futuriste. Un produit qui va sortir en 2022, fin 2022, qui va, de ce que l'on sait aujourd'hui, coûter à peu près 300 euros. Donc voilà, ce sera un dispositif médical, hein, donc du coup, il y a toute une phase de test et de certification à avoir, mais ils travaillent dessus et on peut leur faire confiance parce que WeThings est quand même assez connu dans le domaine des dispositifs médicaux. Ils ont commencé dans les montres connectées, maintenant ils vendent des tensiomètres et également des montres qui ont maintenant une valeur de dispositif médical. Voilà, donc le domaine de la santé, le secteur de la santé a été vraiment mis en avant lors du CES cette année en 2022. Clairement, c'est très lié aussi à la crise sanitaire et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a pu se rendre compte que la technologie était importante aussi pour trouver des solutions à cette pandémie que l'on connaît. Allez, on va évoluer maintenant vers un autre secteur. Je vois que l'heure tourne. On va aller sur un secteur qui est, ou en tout cas, un secteur ou une thématique qui est quand même largement abordée au CES, qui existe depuis le début. C'est le monde des télés, le monde de l'audiovisuel. Alors ça, c'est clairement le porte-étendard du CES. C'est là où on voit les beaux écrans, les nouveaux produits, etc. Alors cette année, ça a été relativement léger. Faut dire ce qui est, relativement léger parce qu'évidemment, quand vous voulez montrer des télés et une belle image, vous ne pouvez pas le montrer à travers de la visio. Parce que quand vous le voyez à travers votre petit écran d'ordinateur, ça détruit toute la qualité que vous voudriez montrer sur place. C'est des choses qui généralement se font sur place. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans le monde des télés? Il y a eu l'arrivée des QD LED, Quantum Dot LED. C'est une nouvelle technologie qui est dérivée de l'OLED et qui permet d'avoir des écrans avec un contraste infini, c'est-à-dire une capacité d'avoir très peu d'émissions lumineuses et qui permet d'être vraiment dans le noir quand on a des images avec de forts contrastes, mais qui permet en même temps d'avoir une très belle luminosité d'un point de vue de la couleur, des couleurs très vives, parce que c'est aujourd'hui une problématique des écrans OLED, hein, c'est d'avoir la somme des deux. On peut avoir du contraste infini, mais quand il s'agit d'avoir une vivacité des couleurs, c'est difficile avec la technologie des OLED, et donc maintenant il existe les QD LED, ça vient tout juste de sortir, et Samsung a dégainé le premier avec son premier prototype qu'il a montré au CES. On va évoluer un petit peu sur les OLED, ça commence à être maintenant bien déployé. Et là, vous avez un modèle de LG, je crois. Alors, c'est un écran et du coup, c'est une image de tableau. Alors, pourquoi une image de tableau? Tout simplement parce que la technologie OLED produit très peu de lumière. Et donc, du coup, vous pouvez quasiment afficher ce que vous auriez dans un tableau, puisque ça produit très peu de lumière. Vous avez d'ailleurs pas mal
au CES 2020, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de télé tableaux, et notamment la télé frame de Samsung, où c'est le concept, c'est vous avez un tableau, vous affichez un tableau, mais c'est une télé en même temps, et donc vous pouvez à la fois la convertir on va dire en tableau, tout simplement pour de la décoration, mais aussi du coup l'utiliser comme une télé, quoi. Voilà, pas mal d'écrans OLED avec beaucoup de marques qui ont présenté leurs modèles. Alors, vous savez, le salon du CES, c'est là où on doit se montrer, c'est là où on doit montrer ses meilleurs produits. C'est clairement un show. Donc, du coup, il fallait, pour les marques, il en va de leur notoriété. Et moi, je suis toujours impressionné par ça, les technologies micro LED. Et là, c'est le modèle de Samsung, le Wall de Samsung. C'est de loin ce qui m'a le plus impressionné quand je suis allé au CES 2020. Les micro LED, ce sont des dalles qui ont une particularité, c'est qu'elles peuvent s'assembler. Donc, vous pouvez constituer une télé en achetant des LED et du coup en les composant. Et donc, vous pouvez faire des écrans qui sont extrêmement grands, immenses. Le modèle qui avait été présenté au CES 2020, c'était un modèle de 118 pouces. 118 pouces, ça fait 4,50 m de diagonale. 4,50 m, moi, chez moi, je ne peux pas le mettre, hein. C'est beaucoup trop grand. Votre œil, de toute façon, ne peut pas tout voir. Et évidemment, c'est de la 4K, voire de la 8K. Donc, c'est magnifique, en fait. C'est une expérience visuelle qui est incroyable. Alors après, ce qui est aussi incroyable, c'est le prix, hein. Quand vous achetez ce type de télé, si vous arrivez à 99 pouces, le prix c'est 130 000 € pour 99 pouces l'année dernière. Donc je sais que ça va baisser, mais quand même, ça reste quand même une technologie très onéreuse. Et donc aujourd'hui, il n'y a que des sociétés qui sont capables d'acquérir ça. Voilà. Sauf si vous êtes très très riche, vous n'aurez pas ça tout de suite dans votre salon. Alors, on parle de télé, mais on va aussi cette fois-ci parler du contenu. Et justement, je vais du coup demander à Scarlett de me rejoindre, Scarlett Peterson, qui est une spécialiste média au sein de MC2I. On a parlé des télés, mais l'année 2022 au CES a été aussi le moment où on a mis beaucoup en avant un certain nombre de phénomènes, et notamment le phénomène de la consommation constamment en augmentation de la SVOD. Scarlett, est-ce que tu es avec moi? Oui, tout à fait. Bonsoir, Nassine. Je t'en prie. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé au CES par rapport au streaming et à la SVOD? Tout à fait. Alors, la SVOD, on le rappelle, il s'agit déjà de la Subscription Video on Demand, également appelée en France la vidéo à la demande. Déjà, dans un premier temps, je pense que c'est important de rappeler que le secteur des médias est au cœur des changements liés à la crise de la Covid-19. On en a déjà parlé précédemment. Dans ce contexte, beaucoup d'enjeux sont apparus, laissant place à de nouvelles opportunités, amenées à évoluer et à définir l'avenir des médias de demain. Donc, concernant la SVOD, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a encore quelques années, le streaming, à l'époque, n'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. On remarquait pas mal de bugs, des difficultés à trouver des programmes qualitatifs en entier. Et en quelques années seulement, de nombreuses plateformes ont émergé. Et cette année encore, on a pu assister à l'évolution des plateformes de SVOD américaines, les géants du numérique, déjà bien implantées sur le marché. Donc Netflix, bien sûr, également Amazon Prime, avec notamment le rachat de la Ligue 1 de football, et bien d'autres encore. On peut expliquer cette croissance, notamment vis-à-vis du confinement qui a eu lieu en 2020, qui a favorisé l'utilisation de ces plateformes, puisque les gens, bien évidemment, restaient chez eux. Face au pouvoir de la SVOD dont on est en train de parler, les chaînes de télévision n'ont à présent pas d'autre choix que d'innover en proposant de nouvelles offres, comme ont pu le faire les chaînes de télévision françaises avec notamment Salto, la plateforme de SVOD créée fin 2020 par France Télévisions, TF1 et M6. Donc évidemment, aujourd'hui, on peut se poser la question de quand sera-t-il du streaming de demain ? Et la conférence Streaming TV 2.0 From Simple to Sensational a tenté d'y répondre. Et on peut retenir que de nombreuses technologies, comme la 5G, on y reviendra plus tard, ou la réalité virtuelle, vont continuer de révolutionner la SVOD dans les années à venir. Donc clairement, contexte de crise sanitaire impliquant télétravail et confinement a fait qu'il y a une explosion de cette consommation de la SVOD, appelée aussi télévision non linéaire. On parle aussi un peu de l'audio, hein. Tu as souhaité aussi faire une chronique là-dessus, Scarlett? Tout à fait. L'audio digital, tout comme la SVOD, a été très impacté, bien sûr, par la pandémie.
Depuis quelques années, l'audio digital, c'est un secteur en plein boom, grâce à plusieurs facteurs. Pour commencer, on observe une lassitude digitale. Donc les gens font face à des écrans toute la journée, leur écran d'ordinateur au travail, puis le soir leur portable, la télévision, et ils ressentent en fait le besoin d'être mobiles et libres visuellement le reste du temps. Ils sont également à la recherche d'émotions, et ça tombe bien d'ailleurs, puisque l'audio utilise le premier vecteur d'émotion chez l'humain, l'ouïe. Ça, les entreprises l'ont bien compris et ils commencent petit à petit à se développer dans ce sens. Pour finir, depuis l'arrivée de la pandémie, on observe un changement de consommation de l'audio. C'est-à-dire que les gens n'écoutent plus la radio dans leur voiture en allant au travail, mais des podcasts directement chez eux. Ils utilisent également le social audio à travers des nouvelles plateformes comme Clubhouse ou Discord, dont vous avez sûrement entendu parler. Je rappelle que le social audio regroupe toutes les applications audio, des sortes de réseaux sociaux de l'audio qui ont d'ailleurs fortement impacté les acteurs traditionnels des réseaux sociaux qui vont ou sont en train de lancer leur plateforme audio pour parer cette concurrence. Donc en plus de tous ces éléments, on observe également le développement de nombreuses technologies audio telles que les livres audio ou encore les assistants vocaux qui sont utilisés via de nombreux canaux. D'ailleurs, ces assistants vocaux vont complètement révolutionner notre rapport à l'achat. Leur démocratisation va vraiment permettre aux marques de développer un nouveau business qu'on appelle le voice commerce, qui permet en fait l'utilisation de la voix pour commander un produit ou un service. On pourrait par exemple citer Sephora qui propose à ses clients la possibilité de passer leurs commandes via des assistants vocaux. Malgré tout, la question des données personnelles via le RGPD, le règlement général sur la protection des données sorti en 2016, et également la nécessité d'un investissement important freine bien sûr le développement de ce nouveau mode de consommation tout de même. Voilà. Parfait. Et Alors, pardon, Scarlett, qui dit mode de oui, consommation, alors c'est des choses qui existent depuis un petit moment, mais ce qu'on note, c'est une explosion de la consommation. En fait, ces technologies ont été annoncées il y a quelques années, mais c'est là où on voit qu'il y a on va dire un côté grand public dans la consommation. Alors tout ça, ça ne peut pas être possible plus tard, quand ça va encore être multiplié sans la 5G, du coup. tout à fait, oui. C'est un sujet dont il était déjà question au CES 2021 et qui est beaucoup revenu cette année. Cette technologie fait clairement partie des grandes tendances 2022. Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de conférences à ce sujet. Donc on peut se demander pourquoi c'est un sujet qui est autant revenu cette année. Et c'est parce qu'en fait, en plus d'être un sujet commun à tous les secteurs, tous leurs acteurs l'ont à présent comme outil stratégique de conquête marketing et veulent le faire savoir. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la 5G fait l'objet d'un déploiement progressif à l'échelle mondiale et est ainsi au cœur de nombreux enjeux. Il ne s'agit pas là en fait d'améliorer l'usage quotidien des smartphones comme beaucoup peuvent le penser, mais en fait de révolutionner la société tout entière. Donc elle vise des secteurs très variés. On a pu avoir des focus sur notamment les secteurs de l'agroalimentaire et de la sécurité pendant le CES, dont on parlera juste après. Évidemment, cette technologie touche toutes les industries. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons d'ailleurs rédigé un dossier 5G à ce sujet qu'on va vous communiquer de suite dans le chat. Donc, concernant le déploiement de la 5G, de grandes opportunités sont à venir. Donc, à moyen long terme, on peut s'attendre à une complète révolution des objets et villes connectées, mais également des véhicules autonomes. On a pu assister à un bon cas d'usage lors de la conférence 5G to the Rescue du CES 2022, qui était focalisée autour du secteur de la sécurité. Donc, les représentants de la société Mutual Link nous l'ont fait savoir. La 5G va par exemple permettre l'utilisation des chiens robots dans la police ou encore des caméras extrêmement qualitatives de surveillance essentielles dans la résolution de cambriolages par exemple ou d'attentats dans les écoles par exemple. Ça reste un concept qui est quand même
très américain, mais ça peut tous nous concerner à grande échelle. Et pour finir, je dirais que la 5G est également au cœur de nombreux débats, notamment sur des enjeux d'environnement, de transparence de la donnée et d'accessibilité en zone rurale. Donc, encore une fois, au CES, on a pu voir un très bon cas d'usage lors de la conférence Seizing the Opportunity of Tech Innovation with 5G, avec la société John Deere, spécialisée dans la fabrication de matériel agricole, qui a mis en avant les limites de cette technologie en montrant du doigt le manque d'accessibilité en zone rurale, impactant directement les agriculteurs et leur secteur qui nous concerne tous, nous consommateurs. Merci beaucoup, Scarlett. Merci pour ces chroniques dans le monde des médias. On Merci. va passer à un autre secteur qui, lui également, a été beaucoup impacté par la crise. Alors, tous les secteurs ont été impactés par la crise, mais certains le sont plus que d'autres. Le secteur du retail, de la consommation. Clairement, on est resté beaucoup plus à la maison. Et, et en étant beaucoup plus à la maison, on consomme de manière très différente. On consomme beaucoup plus en ligne. Et c'est justement l'objet de cette prochaine thématique avec Simon Bitton, consultant spécialisé dans le retail à MC2I, qui va venir nous faire une chronique en nous présentant 3 solutions que tu as repérées. Simon, est-ce que tu es avec moi? Tout à fait, bonsoir Nossigne. Salut Simon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as pu voir dans ce salon CES 2022 concernant le secteur du retail? Comme vous le savez, les habitudes d'achat des consommateurs ont été réellement bouleversées pendant la pandémie. Et néanmoins, la Covid-19 a permis réellement au secteur d'innover ainsi que de se réinventer. Tout ce qu'on faisait uniquement en physique, maintenant on peut le faire depuis chez soi. Le client, certes, est devenu exigeant, il souhaite une expérience hyper personnalisée, en adéquation en plus avec ses valeurs et qu'on réponde rapidement à ses attentes. Néanmoins, il y a quand même certaines sociétés qui ont su vraiment mettre en avant les technologies au service du secteur retail et c'est ce que ce soir, j'ai envie de vous mettre à l'honneur en vous présentant quelques sociétés qu'on a repérées au CES 2022. Alors, la première, c'est laquelle? La première, la première est Perfect Corp. C'est une des premières entreprises à coupler réalité augmentée et intelligence artificielle pour offrir une expérience unique et ultra personnalisée de beauté et de maquillage. Elle met à disposition au grand public une suite d'applications, donc iOS et Android, qui répond au nom de YouCam, ainsi que des solutions portées social commerce pouvant être intégrées le long des points de contact avec le client, points de vente, en ligne, sur des plateformes sociales, Instagram ou encore Snapchat. Elle accompagne d'ailleurs certains clients de renom tels que Estée Lauder, LVMH, Neutrogena. Et d'ailleurs, avec ces solutions révolutionnaires, elle démocratise l'accès à des aventures d'achat enrichies en permettant notamment l'essai de maquillage, rouge à lèvres, fard aux paupières, de produits virtuels tels que des lunettes, boucles d'oreilles, bracelets, montres, ou encore même une analyse de votre visage grâce à une intelligence artificielle qui va déceler plus de 70 caractéristiques faciales pour vous fournir des recommandations personnalisées et sur mesure avec des produits adaptés, ou encore même vous proposer un diagnostic de votre peau pour traiter avec précision les problèmes que vous pouvez rencontrer et en vous recommandant encore une fois les produits personnalisés. Alors ça se passe avec du coup les webcams des smartphones, c'est ça qui est intéressant, et donc ça permet d'être chez soi et du coup de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant ou de ce qu'on doit faire en magasin, à savoir faire des essais quelque part. Donc là, Totalement. on est dans le contexte on va dire du commerce plutôt online, donc pas dans les magasins. Alors le deuxième exemple que tu as, c'est pour le coup une solution pour rendre les magasins intelligents. Et oui, il n'y a pas que l'humain qui peut être intelligent, il y a aussi les magasins. Et c'est ce que Ulysse souhaite faire, c'est-à-dire, je cite, en rendant l'espace physique capable d'apprendre de son environnement. Et elle le permet, grâce notamment à des capteurs IoT 4G dotés d'une intelligence artificielle qui vont permettre de comprendre le comportement des clients. Donc, ce sont des capteurs aujourd'hui qui peuvent être déployés à l'entrée du magasin, sur une étagère, ou encore même lors de l'ouverture d'une boutique éphémère. Et ces capteurs sont capables de reconnaître les vendeurs et plus encore d'apprécier la performance des vendeurs en retraçant leur parcours au sein du magasin pour voir si le vendeur a été à même, lors de l'apparition d'un cluster ou autrement dit de clients présentant de fortes intentions d'achat, d'aller le voir et notamment d'initier le contact. Donc on l'aura compris, cette société souhaite vraiment comprendre la relation entre le comportement humain et la conception de l'espace physique du magasin et améliorer le taux de conversion au mètre carré du magasin. Et elle va proposer aux directeurs notamment de magasin ou responsables de rayon une solution de type
dashboard qui va implémenter le machine learning et fournir au fur et à mesure que la solution va apprendre des analyses prédictives. On va rester dans le monde du magasin, parce que ou tu voulais nous parler d'une troisième solution, le Grab and Go, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ça illustre bien le fait qu'aujourd'hui, les consommateurs deviennent de plus en plus impatients. On en a marre de faire la queue. En plus, on cherche le sans contact. Et c'est pourquoi ce n'est pas nouveau le Scan and Go. Néanmoins, on souhaitait quand même mettre à l'honneur, lors de cette conférence de retour sur le CES, une solution implémentée par la société Standard qui va transformer votre commerce en caisse autonome. C'est-à-dire, les clients peuvent rentrer, prendre ce dont ils ont besoin et partir sans même faire la queue ni s'arrêter pour scanner et payer. Et c'est grâce à la mise en place de caméras afin de suivre, comme vous pouvez voir sur la vidéo, le consommateur et notamment les éléments qu'il souhaite acheter. D'ailleurs, les caméras ne vont utiliser aucune reconnaissance faciale ni biométrique, mais pour autant garantir une sécurité maximale au commerce et leurs clients. Et d'ailleurs, leur solution n'analyse pas que ce que le client va acheter en magasin, mais également la performance des produits, contrôler l'inventaire en temps réel et offrir ainsi une solution de pilotage optimale du magasin. Alors, ces solutions existent déjà, hein, si vous suivez l'actualité technologique, c'est pas la première fois qu'on les voit. Ça a été sur ce sujet du scan and go ou de grab and go. Il y a eu Amazon avec les magasins Amazon Go, hein, qui il y a quelques années avait fait le buzz. Carrefour a fait un premier essai, je crois, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est pas des choses nouvelles, mais ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que ces technologies sont passées du mode effet wow à un mode où le déploiement commence. Simon, tu voulais terminer ta chronique par, cette fois-ci, non pas une nouveauté, mais quelque chose qui est, d'un point de vue de la communication, s'est très intensifié en 2021, à savoir les NFT. Exactement, tu as mis exactement le doigt dessus, c'est-à-dire les NFT. Et aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous dire tout ce que vous devez savoir sur les NFT, mais notamment le minimum nécessaire pour votre compréhension. C'est-à-dire quand on parle de NFT, cela vient de l'acronyme du terme anglophone Non-Fungible Token, soit en français jeton non fongible, autrement dit non changeable. Ce qu'il faut retenir, c'est que le NFT est indissociable de la blockchain. Donc c'est concrètement un actif crypto-monnaie. Lors de l'achat d'un NFT, on parle de propriété exclusive d'un actif numérique. Soit aucune autorité ne peut annuler aujourd'hui un NFT ou le recréer à l'identique. Pour vous donner quelques chiffres et montrer vraiment à quel point on en parle, ça peut être important, notamment le marché du NFT. En 2020, c'est 70 millions d'euros. En 2021, c'est 13 milliards d'euros. Et en 2022, on présage le double de ce marché. Et derrière, je voulais vraiment vous illustrer les différents cas d'usage et pourquoi d'ailleurs je vous en parle. Il y a notamment le jeu vidéo où on donne aujourd'hui la possibilité aux joueurs de posséder des actifs numériques dans le jeu. On pense à Balenciaga dans Fortnite, Valentino dans Animal Crossing. On pense aussi au cas d'usage de la musique avec des formes d'œuvres comme celle de Steve Aoki, l'art ou encore le luxe. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire le luxe. Aujourd'hui, pourquoi implémente le NFT? Tout simplement pour lutter contre la contrefaçon et avoir une traçabilité. Et c'est un marché qui ne va faire que croître, notamment on estime à plus de 10% d'ici 8 ans, et le secteur en lui-même d'environ 25% pour les bénéfices, soit un revenu supplémentaire de 50 milliards de dollars d'ici 2030. Et pour vous parler très rapidement de quelques exemples, on pense notamment à la collaboration de Lady Gaga et Dom Pérignon, qui ont vendu 100 bouteilles NFT, et lors de l'achat d'une bouteille de champagne NFT, vous receviez une réelle bouteille de champagne chez vous. On pense à Breitling, qui a noué un partenariat avec la plateforme de blockchain Ariane et qui va permettre aux consommateurs, lors de son achat, de scanner le QR code sur la carte de garantie et ainsi repérer le certificat numérique d'authenticité de son produit. Ou encore, dernière expérience de Louis Vuitton, Louis the Game, qui est un jeu vidéo sorti en août 2021 et dans lequel on a une mascotte qui part à la recherche de 200 bougies à souffler pour l'anniversaire de la marque. Et parmi ces bougies, 30 NFT sont intégrés. Et pourquoi Louis Vuitton a fait cela? Tout simplement pour élargir sa base sa base de clients potentiels. Voilà, je pense avoir bien illustré l'intérêt du NFT dans le luxe.
Merci beaucoup Simon, merci pour cette Merci chronique sur Nassim. le secteur du retail et sur l'impact tout à fait de la pandémie sur tout simplement les habitudes d'achat. Alors, je vais vous dire un truc, on est très en retard ce soir. On en est au quatrième secteur, le secteur de la mobilité et du futur. On va essayer d'accélérer un petit peu pour pas trop dépasser. On va certainement dépasser de 5 minutes, mais si vous avez rien à faire derrière, n'hésitez pas à rester avec nous. La mobilité du futur, on va parler des véhicules autonomes, des véhicules volants. Alors, cette année, petite déception sur ce secteur, il n'y a pas l'effet wow de d'habitude. Il faut savoir que le CES est devenu le salon privilégié des constructeurs automobiles, de toutes les marques automobiles. Elles sont toutes présentes. C'est même bien plus important d'être présent au CES que dans les différents salons auto mondiaux. Clairement, cette année, il y a eu pas mal d'annulations et pareil, hein, le véhicule, ça doit se voir, c'est imposant, il y a un effet waouh, et cetera. Donc ça a été un petit peu plus faible cette année qu'en 2020. Pour autant, il y a eu des choses et il y a eu BMW notamment qui a fait le buzz avec sa voiture qui change de couleur. Voilà. Une petite vidéo pour vous montrer une technologie qui permet, en appuyant sur un bouton, voilà, c'est la promesse de BMW, elle peut changer de couleur. Alors c'est du couleur noir et blanc, hein, de ce que je vois. C'est exactement la même technologie que vous savez les liseuses électroniques avec l'encre numérique. Bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand même cette année. Ça fait le buzz. Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est gadget? Je vous laisse à chacun avoir votre avis. Moi, je vais souligner l'aspect technologique, d'intégrer effectivement la technologie e-ink dans les véhicules. Ça peut donner lieu à un certain nombre de cas d'usage. Alors, dans la communication marketing de BMW, ça permet de changer de couleur et en fonction du temps, de plus ou moins absorber la chaleur, etc. Bon, ça me paraît très marketing tout ça. Certainement qu'il y aura des cas d'usage futurs. Voilà, on va noter cette fois-ci, on va dire l'innovation technologique de BMW. On va maintenant revenir en France avec une société française, Highlights, qui a fait un petit carton au CES avec son pare-brise en réalité augmentée. Highlights, c'est pas une société qui existe depuis peu, hein, c'est une société toulousaine qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est d'abord spécialisée en fait dans les technologies de réalité augmentée, dans les casques pour motards, hein, permettant d'afficher des éléments dans les visières des casques de motards. Et là, du coup, ils ont adapté leur technologie en partenariat avec un équipementier en proposant en fait de la réalité augmentée sur les pare-brises. Alors vous savez, la difficulté de ce type de technologie, c'est d'une part, bien sûr, d'analyser les événements environnementaux de la route, parce que si on veut afficher des choses, il faut qu'elles collent par rapport à l'environnement. Donc il y a de l'acquisition d'images, mais il y a une difficulté liée vraiment à la technologie, c'est l'affichage en tant que tel sur les pare-brises, la difficulté de savoir, vous savez, où est votre œil et comment bouge votre œil pour afficher les bons éléments bien superposés là où vous voulez. Et ça nécessite en fait de traquer les yeux, l'eye tracking, très important pour afficher des choses pertinentes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc une société française qui fait ça, Highlights, qui était présent du coup au CES. On va avancer rapidement avec cette fois-ci Cadillac qui a présenté son modèle de concept de voiture électrique et autonome, hein. C'est quasiment des choses qui sont absolument obligatoires aujourd'hui quand on va être au CES. Cadillac est une marque de General Motors et dont le mantra est zéro accident, zéro émission, zéro bouchon à l'horizon de, je crois, 2030. Bon, ça me paraît assez marketing tout ça, mais c'est un mantra pour mettre en avant leur technologie d'autonomie des véhicules. Alors pour ceux qui aiment bien les belles voitures, c'est très joli évidemment. Là on est sur des images fournies par le constructeur, très joli. Alors c'est très spacieux à l'intérieur, mais vous savez c'est une particularité des véhicules autonomes. Quand je dis autonome, c'est autonome de classe 5, c'est-à-dire sans même conducteur à l'intérieur, parce que si vous n'avez plus de conducteur, vous n'avez plus d'instrument de conduite, et du coup le véhicule devient un environnement de divertissement, hein, et du coup vous devez avoir de l'espace pour pouvoir discuter avec des gens, certainement avec des télés, pour pouvoir du coup se reposer, se divertir. Donc ça change complètement en fait la consommation du véhicule. On passe d'un objet pour se déplacer à un objet pour se divertir. On va rester sur le domaine de l'électrique. Je dévoile du coup un petit indice par rapport à ma question. Qu'est-ce donc? J'ai publié ce matin sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment cette image en demandant qu'est-ce que c'est à votre avis. Je vous donne un indice, ça concerne l'électricité et ça concerne une société française, une start-up française qu'on voulait mettre en avant, que j'ai découvert par sérendipité, par hasard, en faisant mes recherches sur le CES. Et j'ai trouvé la solution sympathique, vraiment très intéressante et pour sûr très utile dans le futur. Et je vous propose de découvrir ce que c'est en vidéo, puisque j'ai fait une interview hier d'une des personnes qui travaillent dans cette société. Est-ce que tu peux Salut commencer? Nassim.
tout simplement par te présenter. Je suis Lucas, je suis responsable des opérations chez Wattpark. On fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques en France. On a développé ce produit pour permettre de créer en fait un vrai réseau national secondaire de recharge qui vient être en complément, si tu veux, du réseau national public que tu as majoritairement dans les centres-villes et les autoroutes. Nous, l'objectif, c'est vraiment de créer, que ce soit en zone rurale ou en zone périphérique ou sur le réseau secondaire, entre guillemets, un vrai réseau de recharge national pour que demain, un conducteur de véhicule électrique il puisse se rendre vraiment partout. Aujourd'hui, Wattpark s'attaque vraiment au problème d'accessibilité et de densité du réseau de recharge en France. L'idée, c'est vraiment de densifier ce réseau-là et de réduire vraiment le pain sur la partie réservation et anticipation de son voyage pour que le trajet en véhicule électrique soit aujourd'hui un moment vraiment agréable et ce qu'on connaît entre guillemets avec un véhicule standard et qui n'est plus du tout de source de stress liée à la recharge qui est effectivement, comme tu disais, le pain point aujourd'hui du développement et on va dire, l'électrification de la flotte de véhicules en France. Alors j'ai lu pas mal d'articles qui présentent Wattpark comme le Airbnb de la fourniture d'électricité pour véhicules électriques. On a 3 modèles de rémunération sur le business Wattpark. Le premier, c'est effectivement, on construit des bornes, donc on les vend. Donc c'est notre premier modèle de rémunération. Et ce modèle d'Airbnb, c'est vraiment ça, c'est cette feature qu'on a de partage. Alors c'est pas obligatoire, on peut acheter une borne Wattpark et l'installer au fond de son garage, ça servir que pour soi. Mais l'idée, c'est un peu effectivement cette idée de communauté, d'évangéliste, on va dire, de l'électrification qui permet en fait de mettre à disposition des utilisateurs leur parking pour pouvoir s'en servir, entre guillemets pour eux, mais aussi pour toute la communauté autour et de rentabiliser, de monétiser du coup sa place de parking. Ça permet nous, à nos premiers utilisateurs, grosso modo en 1 an, d'avoir remboursé leur installation. Et c'est vraiment ça notre mission et c'est comme ça qu'on a été qualifié. Aujourd'hui, on a 2 modèles de bornes, une 3,7 qui est plus à destination ou des hôtels ou des particuliers puisque vous allez charger votre voiture en une nuit et une 7,4 qui est plus à destination des entreprises ou des commerces ou des clubs de sport puisque là, il vous faudra 3-4 heures pour recharger votre voiture. Nous, on a remarqué que nos clients, en louant juste 2 ou 3 fois par semaine, ont généré effectivement entre 40 et 80 euros de revenus de location par mois, ce qui suffit largement à financer leur borne. Aujourd'hui, c'est vraiment Wattpark, c'est tout un écosystème. Effectivement, tu as la borne. À la base, nous, on n'était pas du tout un fabricant de hardware, mais la vision qu'on avait effectivement de partage et de création d'un réseau communautaire a malheureusement pas été partagée par les constructeurs historiques de bornes. Donc, on a dû, pendant 3 ans, s'enfermer dans notre atelier pour construire le produit et on l'a fait. Derrière, effectivement, tu as l'application. L'application va permettre à tous les utilisateurs, donc vous pouvez y aller, hein, vous-même tout de suite sur iOS ou sur Android, vous téléchargez l'application Wattpark, vous vous connectez, et vous allez voir en direct, effectivement, les premières bornes qu'on commence à installer. Là, il faut savoir qu'on en a financé 2000, on est en train de les poser au fur et à mesure. Donc là, on vise 100 bornes installées d'ici la fin du mois et ça va être exponentiel sur les prochains mois. Et le dernier outil, c'est effectivement la partie de plateforme quand vous êtes propriétaire, où là, vous allez pouvoir définir le prix de partage de votre borne de parking, les horaires aussi de partage, puisqu'elle n'est pas partageable n'importe comment. C'est vous qui allez décider quand est-ce que, entre guillemets, votre parking est visible sur notre application. Et puis après, voilà, vous êtes maître chez vous, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition 2022 du CES très particulier? Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai pas de comparaison puisque moi, c'était la première édition auquel je participais. Bien sûr, après, bon, j'ai lu tous les articles et déjà, il était raccourci d'un jour. C'est pour ça qu'on a fait le choix aussi que j'y aille tout seul. Normalement, on devait être 3 là-bas et je suis allé tout seul, donc ça m'a permis, si tu veux, de gérer le flux. Pour autant, celui-là, il a été continu. Donc je pense qu'en fait, la désertification du CES, elle a été vraiment sur la partie B2C. Mais sur la partie B2B où on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de visites, du flux, encore une fois réduit, par rapport à un salon normal. Et quand même, je te dis, pour le rayonnement, les opportunités, les rencontres qu'on a faites, je regrette en rien d'être allé, quoi. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette interview vidéo de Wattpark, société start-up française qui était présente au CES et qui a pu présenter sa solution. Moi, j'ai trouvé ça génial. Le concept est génial. La mise en œuvre, ils en sont déjà à la mise en œuvre. 2 levées de fonds, 2 fois 1,5 million, 2 minutes est déjà produite et à peu près 20 000 bornes prévues pour 2022. Je remercie très chaleureusement Lucas Berchowski qui, du coup, a très gentiment souhaité faire cette interview. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de réussite. Tu m'as invité dans votre usine à Étampes. Avec plaisir, je viendrai. Retour à notre webinar. J'espère que vous passez un bon moment. C'est bientôt la fin, mais restez encore avec nous parce qu'on a encore un petit passage sur la French Tech en 2021. On terminera par une dernière chronique sur l'impact de la pandémie sur le travail, qui a donné lieu au télétravail. Et
j'espère que la technologie va nous sauver de notre condition de télétravail actuelle. Mais parlons tout de suite de la French Tech. Je ne pouvais pas ne pas faire ce webinaire sans parler de cette magnifique année 2021 pour l'écosystème de start-up française, la French Tech. Ça a été une année formidable. Ça a été une année formidable d'un point de vue des levées de fonds. En 2021, les sociétés start-up françaises ont fait 2 fois plus de levées de fonds qu'en 2020. Et déjà en 2020, c'était une année record, alors que c'était une année de pandémie. On est dans une vivacité de l'écosystème start-up française. On a atteint 25 licornes françaises. Et pour autant, quand le gouvernement a créé cette mission French Tech, il y avait un objectif d'avoir 25 licornes en 2025. Une licorne, pour rappel, c'est une société qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, 25 en France. Vous en avez, je vous donne ici le graphe, je suis obligé de passer rapidement malheureusement, mais vous avez des sociétés qui ont fait la chronique ces derniers temps. Sorare pour les NFT moi je le dis ça comme ça, des cartes Panini électroniques. Conto qui est une banque pour les PME et Ledger qui est les fameux portefeuilles numériques pour posséder ces blockchains. À noter d'ailleurs que les grosses levées de fonds ces dernières années ont été pas mal sur la blockchain. Voilà, comprenne qui pourra. Ça a été du coup par voie de conséquence, la French Tech a été très au rendez-vous au CES et du fait des différentes défections, la délégation française s'est retrouvée la deuxième délégation, donc quasiment la première après les États-Unis, hein, juste derrière les Américains. C'est clairement, à mon sens, un indicateur de succès et de vivacité de cet écosystème français. Donc voilà, et ça nous permet à nous de voir du coup des nouveautés d'un point de vue de la technologie française. On va terminer, mesdames et messieurs, encore 5 minutes. On va terminer sur un sujet dans lequel on ne pouvait pas passer à côté, à savoir le télétravail, enfin tout du moins le travail à distance. Nous vivons actuellement une situation de télétravail forcé pour cause de lutte contre la pandémie. 3 jours de travail aujourd'hui en France, 4 pour les entreprises qui le peuvent. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la technologie va améliorer nos conditions de travail pour l'avenir, étant entendu que le télétravail est maintenant une façon de travailler qui va perdurer. Et je voudrais accueillir Alice Mathieu, spécialiste des sujets RH et notamment du SIRH. Et je voudrais, Alice, tu voudrais nous présenter un certain nombre de solutions que tu as trouvées au CES et qui, pour toi, vont améliorer nos conditions de travail dans le futur. Exactement. Bonsoir à tous. Merci Nothing. Puis je suis ravie d'être là. Donc effectivement, avec le Covid-19, le travail hybride a été le sujet fréquemment évoqué lors de CES et les RH s'adaptent aujourd'hui à ce nouveau mode de travail par plusieurs moyens. Donc notamment en restant disponible pour ses salariés à distance 7 sur 7 et 24 sur 24, en mettant en place des agents conversationnels intelligents tels que chatbot, callbot, voicebot. C'est notamment ce que propose une start-up française, Didu, Do You Dream Up, qui était présente cette année lors du CES. Elle présente une solution qui est adaptable sur tous les canaux confondus, donc les sites web, les intranets, les applications mobiles également. Une autre solution, c'est Klaxoon. Bon, on connaît tous, hein, on peut même pas ne pas présenter cette solution. Elle fait partie des solutions phares du marché avec des fameux post-it. Ça améliore notre façon de travailler en équipe efficacement et en pleine créativité, on va dire. Et ces deux startups, enfin, ces deux entreprises sont françaises. Et puis une troisième qui est américaine, qui était présente aussi et qui a présenté sa solution, c'est Owlabs. C'est une caméra, enfin c'est un appareil plutôt, tout en un, qui est équipé d'une caméra, d'un micro et d'un haut-parleur à 360 degrés. Donc ça permet de voir l'intégralité de la pièce, entendre le moindre son qui se passe dans la pièce. En fait, ce qu'il faut savoir, il utilise la détection des mouvements et de la voix pour fixer automatiquement le caméra sur la personne qui va prendre qui prend le parole. On a tous connu ça, hein, un son médiocre, des caméras mal fixées, on ne sait pas qui parle, etc. Voilà, donc cette solution permet visiblement, en tout cas c'est la promesse, d'améliorer notre expérience des visioconférences. Effectivement, on peut avoir une perspective un petit peu différente de ce qu'on a aujourd'hui lors de ces visioconférences interminables. En tout cas, il y a d'autres adaptations qui ont été faites par les RH et ce qui se développe aujourd'hui, c'est beaucoup les formations hybrides, donc mêlant e-learning et présentiel
et qui vont parfois totalement vers notre forme de réalité virtuelle et réalité augmentée pour permettre une expérience plus riche, plus complexe et beaucoup plus immersive pour les employés. Donc, ce qui a notamment été évoqué lors d'une conférence qui était Learning in a Virtual World, donc formation dans le monde virtuel, où 3 entreprises ont présenté leurs solutions. Donc, Makesy, qui fait la création et la gestion du contenu plateforme en réalité augmentée et virtuelle qui fonctionne avec le casque Oculus. Il y a Sinewave Entertainment qui fait la plateforme de simulation multi-utilisateur qui est cette fois-ci disponible non seulement avec les casques de réalité virtuelle, mais également sur les PC, donc sur le Mac, Linux et même les téléphones portables. Et la troisième société, très intéressante également, Tackle Holographics, elle fait du développement des solutions holographiques. Donc c'est assez visuel, c'est donc une plateforme holographique qui peut prendre une forme d'une table ou même d'un mur parfois. Et la chose intéressante dans leur solution, c'est des lunettes qui remplacent le casque qu'on connaît aujourd'hui de réalité virtuelle, qui n'est pas très pratique et qui nous coupe complètement du monde quand on le met. Et ben c'est le futur, c'est la solution du futur, d'être encore dans le monde réel et d'avoir des objets qui apparaissent en 3D devant nous grâce aux lunettes. Cette solution est un petit peu coûteuse aujourd'hui, hein. Comme toutes les nouvelles technologies qu'il y a, leurs produits, on annonçait aujourd'hui environ 250 000 dollars. Donc bon, joli cadeau hein, quand même. Tu peux mettre ça dans ta liste de Noël, du coup, Alice. Je vais tenter. On va rester peut-être sur la réalité augmentée, réalité virtuelle et peut-être évoluer vers un petit bout du métavers. Tu voulais terminer en parlant du coup des intentions de Facebook, appelé maintenant Meta, dans ce domaine-là. Oui, oui, bien sûr, mais comment faire? On peut pas éviter Meta, tout le monde en parle, même s'ils n'étaient pas présents cette année en CES. Euh, Tout le monde en parle finalement. Ils ont présenté cet été un nouveau service de collaboration professionnelle qui permet aux utilisateurs de se réunir via des casques de réalité virtuelle et Oculus. Donc, on voit dans les workrooms, dans les salles de travail, les participants qui apparaissent donc autour d'une table ronde sous forme d'avatars personnalisés. Ils peuvent interagir, ils peuvent dessiner sur un tableau blanc virtuel grâce aux télécommandes qui retracent leurs mouvements et leurs gestes, ou encore diffuser ce qu'ils voient sur l'écran dans le monde réel devant eux. Donc ça souligne notamment cette envie de Meta d'aller dans le monde professionnel et se développer dans ce milieu-là également. Alors, pour rappel, Meta est le nouveau nom de la société Facebook et ce nom n'a pas été choisi par hasard. C'est une intention très claire de Facebook d'être dans ce qu'on appelle le métaverse, monde parallèle à base de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Clairement, c'est une intention de Facebook de conquérir le monde professionnel, le monde des entreprises, là où il n'est pas vraiment présent, hein. Aujourd'hui, Facebook est plutôt une application B2C. Voilà, il y a une intention très claire de Facebook. Alors, on ne va pas pouvoir parler beaucoup du métavers. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est un sujet qu'on traitera à MC2I durant l'année. Ça, c'est du coup une promesse que je vous fais. Et j'envisage d'ailleurs à ce propos-là de créer une chaîne Twitch ou YouTube, peu importe, plus récurrente pour parler de technologie. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à nous suivre. Pourquoi pas à m'envoyer un petit mail pour me dire si ça vous intéresse ou pas. Voilà, on envisage de créer ça parce qu'on sait que la technologie, ça vous plaît et peut-être qu'il y a une nécessité de suivre plus fréquemment un peu les évolutions technologiques et pas simplement une fois par année lors du CES. Eh bien écoutez, on arrive à la fin, hein, je vois qu'on a un petit peu dépassé, mais bon, vous savez, il y a tellement de choses à dire et pourtant on a traité que 5 à 10% de ce qu'on aurait voulu dire. Il y a énormément de choses qui se passent, même dans une année un petit peu plus réduite au CES. Écoutez, c'était, je dirais, une année paradoxale. Paradoxale parce que le CES était finalement très amputé de ce qu'il est capable de délivrer d'habitude, avec beaucoup de défections, etc. Mais pour autant, l'année 2021 est une année très riche d'un point de vue de l'évolution technologique. Évidemment, tout ce qui se passe autour de nous eh bien, accélère
accélère l'adoption de la technologie dans tous les domaines, même dans les domaines les moins compatibles de prime abord avec les technologies, par exemple le domaine de la santé. Eh bien, on est dans une quelque part un petit renouveau de l'adoption technologique. Ça me permet aussi de vous dire que le CES n'est pas le seul salon technologique. Il y a beaucoup de salons technologiques. Il y aura bientôt Vivatech qui se passe à Paris et c'est un événement qui est très important pour nous. On y sera bien sûr. Ça fait 4 ans qu'on y est. Il y a aussi d'autres événements comme le MWC, le Mobile World Congress à Barcelone, l'IFA à Berlin, le Web Summit à Barcelone, non, au Portugal, là pour le coup. Voilà, on suivra ça tout au long de l'année et on espère qu'on pourra vous alimenter, vous informer des solutions technologiques. On a pris un angle éditorial qui est la technologie pour tout le monde, mais spécifiquement pour les entreprises. Je sais que ce soir, il y avait beaucoup d'entreprises et beaucoup de nos clients qui étaient connectés. J'espère que ça vous a plu. Il y avait aussi beaucoup de consultants, bien sûr, et aussi beaucoup d'étudiants. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je remercie très chaleureusement l'ensemble des chroniqueurs qui étaient avec moi ce soir, Scarlett, Simon et Alice. Merci beaucoup. Un très grand merci également à toute l'équipe qui a préparé cette émission avec moi, le Club Innovation et Technologie. Une mention spéciale pour Gian, que vous n'avez pas vu, Gian Delki, je ne l'avais pas vu. Il était en régie. Voilà, il était sur son outil de régie. C'est lui qui a permis de faire ce visuel très sympa pour vous faire une émission qui soit agréable à regarder, agréable à écouter. C'est le dernier slide pour vous remercier de votre participation. Et d'ailleurs, je note qu'un certain nombre d'entre vous commencent à être fidèles à ce genre d'émission au CES, Vivatech. On va bien sûr avoir la même chose pour Vivatech. N'hésitez pas à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Je publierai dans les semaines et les mois à venir des informations sur cette nouvelle chaîne technologique qu'on voudrait créer de manière peut-être mensuelle ou bimensuelle, à voir selon ce que vous souhaitez. N'hésitez pas du coup à nous donner du feedback. Si vous avez aimé cette émission, faites-moi un petit message, ça me fera plaisir et ça nous fera à tous plaisir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.